par l'image, c'est vrai, mais il était quand même très suivi. On le voyait, parfois de manière plus ou moins réussie. Ça n'a pas toujours été favorable. Effectivement, les Et images il qu'on n'allait pouvait pas avoir. forcément skier d'ailleurs. Je vous signale, pour avoir skié avec lui, qu'il skie pas mal du tout. Ah bon, bah, Au tant mieux. passage. Bon, on va se recentrer. Contrairement à ce que vous laisseriez entendre. On va se recentrer sur le couple Macron, Tugdual de Nice, cette énième carte postale après Chambord, après d'autres vacances. Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, justement, c'est ça la grande différence avec François Hollande ou Nicolas Sarkozy, c'est que les vacances ou les séjours de week-end d'Emmanuel Macron ne choquent pas, ou en tout cas renvoient plutôt à chaque fois une image positive. Il y a eu une petite polémique sur Chambord qui, honnêtement, a été bien moindre que ce que ça aurait pu être si Nicolas Sarkozy, par exemple, y avait été. Et Nicolas Sarkozy, quand il est allé au Canada, où on lui reprochait des vacances trop jet-set, quand François Hollande allait au Fort de Brégançon et qu'il portait un polo beige, on lui reprochait d'être trop normal. De toute façon, on reproche toujours. Oui, mais sauf à Emmanuel Macron qui, pour reprendre une métaphore montagnarde, glisse un peu sur tout cela. D'une part parce que politiquement... Pas tout à fait, parce que quand même on l'a pas raté avec Chambord. François Ier, c'est le président monarchique. Quand même, il y a eu une petite offensive. Il y a eu 3 éditos et demi. Il y a une petite offensive quand même. Honnêtement, je suis pas sûr que dans l'opinion ça mais là, il fait très attention justement. On a l'impression parce que la Mongie, c'est station familiale, c'est ce que disait le directeur de l'office de tourisme. C'est pas la jet set chez nous. C'est pas les milliardaires de Courchevel. Ouais, effectivement. C'était le maire ou c'était le Je crois que c'était l'office du tourisme. Le maire de Bigorre, je crois. Mais bon, allez-y. En tout cas, effectivement, la Mongie, pour y être déjà allé aussi, c'est vrai que c'est l'anti-Courchevel. C'est une station des Pyrénées qui est une des meilleures stations des Pyrénées, quand même, d'ailleurs, en termes de domaine skiable. Mais voilà, c'est ce genre de station où il n'y a pas des restaurants où vous mangez de la truffe, vous ne buvez pas du cheval blanc le midi, et le forfait à la journée ne coûte pas la moitié. Il n'y a pas de palace de Bernard Arnault, et voilà. Donc alors après, ça fait sens aussi. Enfin, je pense que ça arrange Emmanuel Macron parce que d'une part, lui, ça fait sens pour lui puisque sa maman a une maison pas loin de sa grand-mère a une maison pas loin de la station, et que il y avait ses habitudes. Il a dit qu'il avait appris à marcher là-bas et à skier là-bas, et ça tombe bien puisque effectivement. On ne pourrait pas, aujourd'hui, ça passerait pas dans l'opinion qu'un président de la République aille skier à Aspen aux États-Unis ou dans les plus belles stations des Trois-Vallées. C'est Giscard qui avait inauguré le président qui skie, on s'en souvient, ses premières images. Il aimait beaucoup le ski. Oui. Apparemment, c'est Brigitte qui lui a dit qu'il faut qu'il prenne des vacances. Il est un peu crevé, là. Faut partir une semaine. Il faut reconnaître qu'on pourrait l'être à moins. Compte tenu de son agenda des derniers jours, voire des dernières semaines, ou pratiquement depuis qu'il est élu président. On a le sentiment qu'il est tout le temps sur le ring, et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de déplacements, les décalages horaires, tout ce qu'on sait qui fatigue énormément. Il a beau être parfois toujours dans de bonnes conditions, bien évidemment. L'avion présidentiel est confortable, c'est sûr, mais quand même avec des discours à chaque fois, des discours extrêmement travaillés, des discours fondateurs. On sait que la nuit, dans la journée, donc il se livre à toutes ses obligations, et la nuit, il travaille sur le fond, il prépare ses discours, il envoie des SMS à ses collaborateurs. Regardez ce titre, être là sans être là. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi le double langage Macron? C'est d'un côté, non, mais c'est privé, ça regarde personne, machin, et puis d'un autre côté, il est partout. En fait, on a l'impression qu'il ne se refuse rien. Alors, il se refuse rien au sens où ses prédécesseurs, effectivement, étaient toujours sur le qui-vive, préféraient disparaître ou apparaître de manière très officielle. Et en fait, Emmanuel Macron, on a l'impression que, effectivement, il peut partir en vacances en le faisant savoir d'une certaine manière, et en même temps assumer d'être en vacances. Et effectivement, personne ne peut lui reprocher de prendre quelques jours de repos après une campagne présidentielle et puis 2 années bien actives, soit en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée, soit comme ministre de l'économie de François Hollande. Mais évidemment, il ne disparaît jamais. C'est clairement le personnage politique majeur aujourd'hui en France. Les leaders de l'opposition, Laurent Wauquiez vient d'être élu président des Républicains. Il a une cote de notoriété qui est pas encore extraordinaire. Alors, je parle même pas de sa popularité, il est pas très connu. Pas sûr qu'on suive Wauquiez à la neige, par exemple. On suivra pas Wauquiez à la neige. Les anciens dinosaures de la politique. Alors là, Ségolène Royal, par exemple, vient de faire la une de Paris Match. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de stars aujourd'hui dans la politique française. Et Emmanuel Macron. Donc la presse a besoin de ça, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. La presse a besoin de ce couple, bien évidemment, très photogénique,
photogénique, très cinématographique, et Emmanuel Macron joue un peu là-dessus. Et Brigitte, évidemment, a un rôle majeur. Vous disiez qu'elle lui avait dit de se reposer, mais on se souvient aussi que pendant le débat de l'entre-deux tours, c'est elle qui lui dit dans le documentaire qui avait été diffusé sur votre chaîne, enfin sur TF1 en tout cas, ne mange pas de chocolat, ne mange pas de cochonneries, etc. Et qu'elle drive un peu comme ça la vie quotidienne de son mari, mais aussi avec un rôle parfois plus politique. Donc effectivement, donc là, va respirer l'air pur. Allez, nettement moins glamour. On va vous retrouver, Pauline Rosenberg, devant la gare Saint-Lazare à Paris. C'est l'autre gros point de l'actualité en cette mi-journée. Alors, quelle mouche a-t-il piqué Emmanuel Macron? Il inonde nos écrans, pas un jour sans qu'on ait une photo inédite, une vidéo, une interview ou un tweet. Apparemment, ça grimpe, il monte, il grimpe dans les sondages. Mais il n'avait pas dit qu'il voulait une présidence aveugle, il a dit qu'il ne voulait pas une présidence bavarde. Là, on voit des images, il ne parle pas. Ah, il parle beaucoup. En l'occurrence, il parle beaucoup moins. Il s'exprime quand même beaucoup plus que ses prédécesseurs. Non, il s'exprime beaucoup moins que François Hollande. François Hollande parlait tous les 2 jours. Oui, mais François Hollande parlait beaucoup en off. Il parlait beaucoup en off. Non, il parlait aussi quand il y avait des caméras sur n'importe quel déplacement. François Hollande parlait. On voyait François Hollande à la télé en permanence. Donc, je pense qu'objectivement, Emmanuel Macron, on le voit beaucoup, mais il parle beaucoup moins. Mais je pense qu'il est dans autre chose. Il est dans une tentative de dépolitisation. Emmanuel Macron, sa communication, elle est là. Au-delà du fait d'avoir l'air plus ou moins sympathique ou dans des cadres plus ou moins avantageux, je pense qu'il veut dépolitiser la fonction présidentielle pour éviter les polémiques. Il est entré dans une présidence qui veut être très technique, en quelque sorte, au sens enlever à la politique les petites polémiques du quotidien. Alors Olivier, vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est pas ça, c'est que je trouve que Emmanuel Macron, c'est une sorte de président hybride. Pour moi, il me rappelle des fois Mitterrand, parce qu'il veut incarner vraiment les fonctions régaliennes, on l'a vu avec le Niger, etc. Donc là, il occupe quand même l'espace médiatique. Et puis d'un autre côté, il me rappelle Sarkozy, parce qu'on avait quand même l'histoire du chien. Bon, après, ça, c'est tous les présidents de la Ve République, l'histoire du chien. Mais c'est vrai qu'on est dans un président qui est quand même très actif, très moderne, etc. Donc il y a quand même, il occupe l'espace médiatique de toute façon, aussi comme Nicolas Sarkozy. Parler, c'est tenir un propos. On est quand même dans l'hyper-président, il faut être honnête. Il est là, sans être là, mais il est là. Voilà, il est là. J'étais à l'émission de TPMP, puisque j'étais invitée, on faisait avec SOS Autisme une petite surprise à Cyril Hanouna. Donc j'étais là. Et c'est vrai que quand j'ai entendu Emmanuel Macron répondre à Cyril Hanouna, j'étais un peu surprise et je trouvais que c'était peut-être pas non plus obligatoirement sa place de répondre. Cyril Hanouna l'a appelé pour fêter son 40e anniversaire. Voilà, et je trouvais que c'était peut-être pas obligatoirement la place d'un président dans ce genre d'émission. Après, je trouve qu'en effet, on a toujours une petite sortie, soit de son épouse, soit de lui, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a quand même l'impression qu'il est bien là. Alors faut-il occuper à non-stop l'espace médiatique pour être populaire? D'abord, allez-y si vous voulez. Non, je vous en prie. Non, mais d'abord, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on a eu 2 présidents auparavant très atypiques. Alors chacun a son image et chacun la sculpte. Il y a 10 ans, à cette époque, par exemple, on avait Nicolas Sarkozy qui était en Égypte et qui déclarait, après l'épisode de Disney, déclarait à la France entière qu'il avait une nouvelle femme dans sa vie, qui allait avoir la sortie de route médiatique à Petra quelques semaines plus tard avec Carla et le fils de Carla. Après, on a eu un François Hollande qui, par rapport à sa vie personnelle, même si un président appartient aux Français, a joué au chat et à la souris et a plutôt fermé les images de ses vacances, de ces choses comme ça, et de sa vie amoureuse, avec aussi des dérapages terrifiants. François Hollande sur un scooter. Paparazzi un matin avec des croissants, ou un François Hollande pris en photo pendant des vacances en France, alors qu'il n'avait pas choisi le moment. Emmanuel Macron, il est moderne, il choisit ses moments, c'est un président très photogénique. L'Élysée en joue, un coup avec madame, un coup avec le chien, un coup les 3 ensemble, un coup à la Mongie, un coup je fais un aller-retour dans une émission populaire, etc. Il cadence, il est photogénique. Quand il doit parler dans les sommets internationaux, évidemment qu'il est là, mais il choisit, il assume. Donc à partir de là, il est maître de son image. Ses conseillers ont très très bien compris ce qui allait sur les réseaux sociaux, ce qui était, on va dire, du perron institutionnel tapis rouge représentant la France, et il est plutôt impeccable, et ce qui était dans le gossip entre les deux, parce qu'il a 40 ans, on vient de le fêter, les Français l'ont fêté quelque part avec lui pendant ces derniers jours, donc il a des petits curseurs, un petit coup les réseaux sociaux, un petit coup Voici, un petit coup Paris Match, un petit coup aussi Le Monde, les Échos, l'Opinion, etc. Et les grands médias télévisuels, et donc cette stratégie-là est totalement assumée.
Et lui, il y va. Ah oui, il n'hésite pas à se prêter à des interviews pipolisantes, papier glacé, comme dans la dernière interview sur France 2 de Laurent Delahousse. Il a été très critiqué pour cette interview par l'opposition, mais apparemment ça plaît aux Français. C'est-à-dire qu'il fait sa communication et c'est repris. Alors est-ce que c'est les médias qui en font trop? Est-ce que c'est lui qui en fait trop? Là encore, on voit bien à chaque fois qu'il y a une image, simplement le tweet sur le perron de l'Élysée pour la carte de vœux de Noël, si je puis dire, elle a quand même été reprise, relayée à n'en plus finir. Voilà. Mais cela dit, la façon de faire est intéressante parce que elle cherche effectivement à dépasser les clivages traditionnels. Et il arrive à trouver à la fois par les mots et par l'image une capacité en fait à mobiliser des consensus autour de ça, ou de ce qu'il envoie en termes d'image ou de ce qu'il dit en termes de mots. Et c'est assez juste. Sans doute effectivement est-ce plutôt le fruit d'une très bonne réflexion en amont de ces Oui, avec Ismaël et Mélina notamment qui sont considérés avec Bruno Roger Petit qui sont porte-parole. Voilà, je pense une très bonne capacité à sentir les mots du moment et donc à les reprendre et à les utiliser pour finalement créer ces lignes de consensus qui sont assez fédératrices, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Alors évidemment, c'est pas encore soumis au feu dur de peut-être certaines épreuves qu'on aura en 2018, peut-être que face à Notre-Dame-des-Landes, ce sera plus compliqué de trouver les bons mots, mais en attendant, c'est vrai que quelque part, ça crée une accroche entre l'opinion de manière globale et puis le chef de l'État, et ça, c'est plutôt satisfaisant. Alors oui, il faut trouver le chemin, il ne faut pas trop en faire, mais d'une certaine façon, ça permet en tout cas d'avoir un Jupiter qui parle. On reprochait trop à Jupiter de ne pas parler sur les 3 premiers mois de sa présidence, qui parle et qui essaie de faire de la pédagogie, parce qu'au-delà du fait que c'est de la communication, ce qu'on peut peut-être effectivement critiquer quand c'est à l'excès, il n'empêche que c'est aussi d'essayer de faire de la pédagogie et de trouver des chemins pour intervenir devant différents types de publics et pour expliquer finalement ce qu'il fait et montrer qu'en tout cas, à défaut de tout expliquer, qu'il est là et qu'il fait le job. On doit voir les images. Il aime maîtriser sa com. On doit voir les images de l'opération Marseille. Il aime se regarder aussi. Souvenez-vous, des vacances soi-disant discrètes comme celles de tous les Français, mais finalement il retweet des photos et une vidéo de lui jouant avec les footballeurs. Mais ça, c'était peut-être des erreurs. Un club populaire, l'OM. C'est peut-être qu'il ne refera peut-être pas ça dans un deuxième temps. Parce que la première phase de l'été, après, quand il avait mis sa tenue Top Gun, etc., il y avait quand même un côté. Emmanuel Macron aime beaucoup se regarder. Et je pense qu'on en avait atteint les limites en termes de bénéfices de communication. Mais là, maintenant, il maîtrise très bien sa communication. En effet, il y a 2 axes. Il y a une espèce de personnalisation. C'est le président travaille pour nous. Regardez, dans la fameuse interview de Laurent Delahousse, c'était même « Alors, vous travaillez même la nuit ?» Oui, il travaille même la nuit. Nous pouvons dormir tranquille. C'est littéralement le président veille sur nous. Oui, mais après, il fait ce qu'il veut de sa vie privée, et peu importe, je suis pas certain que pour autant, il veille plus sur nous que ses prédécesseurs, parce qu'il dort moins la nuit. Il y a une très grande personnalisation, de dire je suis là, ne vous inquiétez pas, et il est plutôt rassurant par rapport à ses prédécesseurs, ou notamment à soit à Nicolas Sarkozy, qui pouvait paraître inquiétant parce qu'il était peut-être plus agité, soit à François Hollande, parce qu'il paraissait assez brouillon, et finalement ne jamais trop savoir où il en était. Ouais. Là, lui essaie d'incarner un président qui, effectivement, est plus technique, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est aussi dans une forme de dépolitisation, parce que la pédagogie qu'il fait, elle n'est pas tellement politique. Il est justement dans le déminage, mais c'est comme s'il considérait que la plupart des dossiers étaient techniques, et que si vous avez des experts, vous pouvez bien les gérer. Là où, effectivement, ces dernières années, probablement, la vie politique française s'était enlisée dans la mauvaise politique, la politique avec un petit P, la pol-pol, comme disent certains. Mais je ne suis pas certain qu'il soit très bon pour la démocratie française de renoncer à la politique avec un grand P. Il y a des questions qui sont éminemment politique, mais vraiment au sens de débat, de choix idéologique. Et Emmanuel Macron est en train d'essayer de nous convaincre que non, ces choix-là n'existent plus, et que comme lui est compétent, et que par ailleurs ce sont des sujets techniques, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Je ne suis pas certain qu'à long terme, c'est certainement très efficace en com à l'heure actuelle, à long terme pour la démocratie française, n'oublions pas quand même qu'il y a énormément de gens qui, quoi qu'en disent les enquêtes d'opinion, ne votent plus, sont dans le retrait, qui ne se sentent plus concernés, qui n'ont pas l'impression que effectivement les hommes politiques français au sens large traitent véritablement les problèmes de la société. Alors, pour ces vacances de Noël, il a joué le Big Brother, mettant une grosse pression sur ses ministres, sur les conditions de prise de vacances, conditions draconiennes. Mais lui, parce qu'il y a la Mongie, on l'a vu hier à la terrasse d'une brasserie, que va-t-il faire aujourd'hui pour désamorcer ce côté dilettante qu'il déteste en fait par-dessus tout? Je vous mets ma main coupée qu'il va encore communiquer à la Mongie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à la Mongie? On va avoir un tweet, on va avoir une vidéo, on va voir ses équipes, du Facebook Live, on va voir... Qu'est-ce qu'on va voir? C'est assez intéressant parce que finalement, d'une certaine façon, il veut être dans la peau du héros, ça c'est clair, mais d'un héros quand même qui a une vie normale.
parce qu'on est aussi dans une période très critique où la moralisation à la petite semaine fait que globalement, s'il fait un écart un peu bling-bling, on l'a vu à Chambord, ça revient très fort. Donc là, il fait des vacances qui sont comme des vacances normales. La Mongine, c'est une station sympa. Enfin, il n'y a même pas de neige. En plus, chez un copain, donc chez un vieil ami, donc on voit qu'il y a quand même une fidélité. C'est sa grand-mère qui a Mais c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut avoir une vie normale et aller quelque part dans une station, passer quelques jours? De toute façon, ce sera toujours très difficile à interpréter, très difficile à ne pas médiatiser, parce que tout le monde a envie d'y aller, bien sûr. Bon, cela dit, l'important... Ce que je peux vous dire, c'est que c'est Brigitte Macron qui a insisté pour qu'il aille à la Mongine. Oui, c'est vrai. Parce qu'il était invité, pour tout dire, il était même invité à Val d'Isère, à Courchevel. C'est lui qui n'a pas souhaité aller dans les Trois-Vallées. Je pense que compte tenu du contexte, il a eu raison. Non, mais c'est la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'au-delà... Donc il est cornaqué par son épouse en termes de communication. Au-delà du côté communication et autres, il ne faut pas perdre de vue que ça reste un homme. Il a une femme qui le conseille, qui est peut-être une des rares personnes qui a une influence sur lui et qui lui dit: tu vas débrancher quelques jours. On va prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur, respirer de l'air pur. Ça peut lui faire du bien parce que malgré tout, depuis qu'il est arrivé, il chôme pas, quoi. Regardez l'air pur. La Mongie, c'était en avril dernier. On a les images. Souvenez-vous, c'était avant la présidentielle. On va le voir avec son épouse. Regardez, voilà. À la terrasse avec Brigitte Macron. Et puis avec des petits camarades, il a poussé la chansonnette. Mais c'est un peu son plateau d'aiguillère, comme Nicolas Sarkozy avait ça chez Suzanne au Grand Bornand à l'époque, et il en avait fait un rendez-vous à la fois amical et aussi très politique. Alors, avec Emmanuel Macron, on est quand même loin, je vous pose la question à tous les quatre, de la communication bling-bling de Nicolas Sarkozy, du yacht Bolloré, Olivia. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que Chambord n'a pas très bien fonctionné, parce que je crois que les Français... En même temps, Chambord, oui, mais il ça loue un gîte. Oui, il loue un bien gîte. sûr, mais malgré tout, l'image n'a pas été la bonne. Et donc, voilà, je pense que Brigitte, elle est quand même, moi qui ai eu l'occasion de la rencontrer, elle est plus proche des gens. Je pense qu'elle sent mieux ce qui va plaire, voilà, le petit côté populaire qui va peut-être plus toucher les gens. Donc, on peut tous louer le gîte. Oui, mais voilà, mais je pense que, voilà, donc c'est normal qu'elle lui ait conseillé ça. Après, il ne faut pas que ça devienne non plus de la télé-réalité, qu'on suive le président en vacances. Voilà, bon, donc j'ai hâte de voir la vidéo de tout à l'heure, parce que voilà, faut pas qu'on tombe dans une espèce de télé-réalité aussi présidentielle, parce que ça deviendrait peut-être un peu lourd. Stéphane ? Pour revenir un peu déjà sur ce qui a été dit, sur la communication bling-bling de Nicolas Sarkozy, il faut faire quand même un petit distinguo à l'époque, c'est que tout ça existe avant qu'il devienne président de la République. Il y a les fameux 10 jours où il gagne l'élection avant d'être investi. Effectivement, il y a l'épisode Malte, Bolloré, le yacht, etc. Mais ce qui est très intéressant là, ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il a observé de l'intérieur ce qu'avait fait ou pas fait d'ailleurs François Hollande. Et aujourd'hui, effectivement, on a un jeune président qui a 40 ans, qui est dans l'air du temps. Donc effectivement, il joue, et en fait c'est un tirailleur en permanence. On lui a reproché de ne pas assez parler, de ne pas faire assez de télé. On lui reproche aujourd'hui de presque poster des cartes postales tous les jours, c'est le cas de le dire. Donc c'est un trublion, il y va. Il a fait quelque chose quand même d'assez remarquable par rapport aux 10 dernières années. Il a dévissé dans sa cote de popularité, il a remonté. Il a remonté plus 6 points dans les sondages. Jupiter nous envoie sa petite carte postale et il va parler aux Français le 31 décembre, probablement. Il va ensuite être confronté à une rentrée, qu'on le veuille ou non, celle des vœux très importante. Et ça se prépare. Prochain Conseil des ministres, c'est le 3 janvier aussi. Voilà. Mais après, il y a toutes les cérémonies des vœux où il va parler au corps constitué. La défense, la justice, les autorités religieuses, les ambassadeurs, etc. Donc tout ça participe effectivement à un moment de détente pour les Français. Mais après, on va rentrer dans la réelle politique. Alors un mot. Pour dire quand même que l'intention de Nicolas Sarkozy, c'était pas de faire du bling-bling, c'était de réconcilier les Français avec l'argent, avec la réussite, et qu'il a voulu le faire, et que c'était son point de départ. Après, il s'y est mal pris, il n'a pas trouvé les bons mots. Mais c'est vrai que c'était ça l'intention. Et juste là, parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron est très inspiré de la communication de Barack Obama. L'interview de Laurent Delahousse était exactement calquée sur une interview de Barack Obama. Alors on va voir si Brigitte Macron sera à ses côtés pour les vœux, parce que pour les premiers vœux, Michelle Obama était aux côtés de son mari. Mais il faut aussi se rappeler que toute la communication
communication du monde et toute la coolitude du monde ne font pas de vous un grand président. Regardez le bilan de Barack Obama, notamment en matière de politique étrangère. Il y a un moment où de toute façon vous êtes quand même rattrapé par les faits. Et s'il suit les conseils d'Obama, peut-être qu'il renoncera au selfie. Et je crois qu'on a fait le tour avec Emmanuel Macron. C'est un peu passé inaperçu ce week-end avec les fêtes de Noël, mais je voulais revenir sur la charge terrible de Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle, qui dans le JDD a accusé le gouvernement Macron-Philippe de mettre en place des mesures indignes en matière de politique migratoire. Hamon juge infâme la circulaire demandant au préfet d'envoyer des équipes mobiles pour recenser les migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Macron, droit dans ses bottes concernant sa politique migratoire. Souvenez-vous, ces mots en novembre dernier lors de son voyage en Guyane et récemment à sa sortie lors d'un restaurant du Cœur interpellé par une jeune femme. On l'écoute. Des règles pour donner les papiers. Oui, je sais. Et donc il y a des gens qui demandent l'asile qui évidemment l'ont s'ils sont menacés chez eux. Mais après, vous voyez la situation qu'en Guyane, on ne peut pas donner des papiers non plus à tout le monde. Non, mais on ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent sur des visas ou de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement. On prend notre part, mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. La politique migratoire, justement, est-ce que ça ne risque pas d'être le talon d'Achille de Macron, peut-être même le seul os à ronger pour son opposition de gauche? En tout cas, ça donne un os à ronger à M. Hamon. Après, c'est très tactique. Les questions qui touchent à l'immigration, c'est un vrai gros sujet sur lequel moi, personnellement, je regrette qu'on n'organise pas un vrai débat de fond, parce que la question de savoir, c'est dans quel pays allons-nous vivre demain et après-demain, comment est-ce qu'on va faire avec cette diversité qui se construit, qui est en marche, si je puis dire. Là, il y a un vrai sujet. Bon, là, c'est pas ce qu'a choisi M. Hamon. Il attaque sur un point très précis, il le grandit. Vous savez, Hamon, il est sorti comment des primaires de la gauche? Il est sorti parce qu'il était le mieux disant, si je puis dire, avec notamment son revenu universel, ce qui lui a permis d'exister davantage par rapport à ses concurrents. Là, voilà, c'est, je pense, beaucoup plus tactique qu'autre chose. C'est d'essayer de fédérer derrière lui une gauche éventuelle qui pourrait se mobiliser, qui n'est pas celle de M. Mélenchon, pour essayer de retrouver un peu de statut. Et voilà, c'est de la politique politicienne. Je pense que ça n'ira pas très loin. C'est dommage, là encore, que chaque fois qu'on est sur des sujets de fond comme cela, on les ramène par la petite porte, par un détail qui est en fait uniquement cette circulaire et qui, franchement, n'est pas le reflet de l'ensemble de la politique d'abord du gouvernement et deuxièmement, qui n'est pas non plus la bonne manière de poser le problème par rapport au sujet de l'immigration. Alors, la gauche fait front contre la politique de Macron. Très vite, on écoute le socialiste François Calfon. C'était ce matin dans notre matinale sur LCI. Je pense qu'il n'est pas vraiment adéquat, finalement, d'aller dans les centres d'hébergement, trier ceux qui sont là. Je pense surtout que les Français ont besoin des socialistes. Quand je vois le comportement, finalement, de M. Collomb par rapport aux migrants, je ne crois pas que M. Cazeneuve envoyait les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur trier les migrants dans les centres d'hébergement. Alors quand on est dans l'opposition, finalement, est-ce qu'il ne faut pas être brutal pour exister face à Macron? On se souvient aussi des propos de Laurent Wauquiez, qui avait qualifié le président d'enfant capricieux, d'adulte arrogant, qui avait même dénoncé sa haine de la province. Il avait fait mouche et Macron lui avait même implicitement répondu dans l'interview de Laurent Delahousse sur France 2. Alors, est-ce qu'il faut être brutal, est-ce qu'il faut être caricatural pour atteindre Jupiter? C'est l'espèce de posture d'indignation de la gauche, moi, qui m'horripile, parce que, voilà, il se saisit de ce sujet parce que c'est son fonds de commerce, finalement, le fonds de commerce quand même de la gauche et de l'extrême gauche. Donc, c'est un petit peu facile, parce que je trouve que, d'abord, il parle de tri. J'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron veuille trier les migrants, mais veuille, au contraire, recenser, pas de façon administrative, parce qu'il nous agite souvent le recensement de l'époque de 40, donc on n'en est pas là. Ils font pas ça pour ça, ils font un recensement pour pouvoir mieux prendre en charge les personnes, ce qui est plutôt bien, parce qu'aujourd'hui on a un vrai problème en France avec le recensement, on ne veut jamais faire de recensement, et du coup on ne peut pas répondre aux besoins des gens. Donc c'est valable pour les migrants, c'est valable pour les personnes handicapées, pas de recensement. À un moment donné, il faut faire un recensement pour pouvoir répondre et prendre en charge ces personnes, savoir combien d'enfants, combien de gens sont malades, etc. etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait dans la volonté d'Emmanuel Macron de trier les migrants, mais bien au contraire, de pouvoir répondre et de bien prendre en charge ces gens qui arrivent chez nous et dont on est responsable, oui. Alors dans cette interview du JDD, Hamon il va fort, puisque pour lui cette politique est encore pire que celle de Nicolas Sarkozy. Oui, mais bon, ça n'a pas grand... Non, mais je trouve que c'est totalement absurde politiquement, parce que je ne crois pas du tout que ça va être ce qui va faire exploser la majorité de M. Macron, ni même lui causer beaucoup de problèmes avec les Français, parce que je pense qu'il a très bien compris les hypocrisies qu'il y a dans notre pays sur le sujet, et que même les électeurs de gauche, en général, sont d'accord avec le fait que nous contrôlions l'immigration. Donc essayer de faire passer ça, vous le rappeliez, Olivia, pour une espèce de retour à 1940, c'est juste, mais
totalement, mais totalement absurde. Après, si M. Hamon ferait mieux de regarder ce qui s'est passé dans les gouvernements auxquels il participait, parce que de toute façon, la réalité, c'est que tous mènent la même politique et qu'il y a eu plus d'expulsions pendant le quinquennat de François Hollande qu'il n'y en a eu pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. On mentait même à l'époque de Nicolas Sarkozy un peu sur les chiffres pour donner l'impression qu'on expulsait plus que ce qu'il ne parvenait à faire à l'époque. Et je vais vous dire, là où Emmanuel Macron, pour le coup, revient dans une hypocrisie, c'est qu'on n'arrivera jamais à mener la politique migratoire qui correspond au discours officiel qu'on tient tant qu'on restera dans les conventions qui nous lient avec la Cour européenne des droits de l'homme. Puisque de toute façon, les juges, une fois, et heureusement, nous vivons dans un état de droit, loin de moi l'idée de dire qu'il faudrait se débarrasser des juges, mais à un moment, il faut choisir. Soit il y a une politique migratoire que nous choisissons au niveau national et avec une intention qui est celle de contrôler les frontières et d'arrêter l'immigration, ce qui correspond quand même à la demande, ce que la gauche a l'air d'oublier, mais on vit quand même en démocratie. Il y a une majorité de gens qui ont cette demande politique-là, mais pour arriver à le faire, nous ne pourrons pas le faire tant que nous sommes tenus par justement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc après, on peut choisir, on veut l'un ou on veut l'autre, tant qu'on continue à faire semblant de pouvoir avoir les deux en même temps. Non, on ne peut pas toujours être en même temps, même si ça a très bien réussi à Emmanuel Macron en termes d'opinion. Alors une dernière question pour Benoît Hamon, c'est la politique de la délation. Est-ce que le président est prêt à prendre en compte ce vent humaniste qui semble faire écho sur les réseaux sociaux, finalement une façon comme une autre de ménager aussi sa gauche? Il faut que déjà que Benoît Hamon se rappelle de la jurisprudence Leonarda, qui a marqué de son empreinte justement le quinquennat de François Hollande, dans laquelle il a participé. Il a été quand même ministre de François Hollande, même si après... Ouais. C'est toujours la politique du pire qui est portée. Effectivement, en ce moment, on a à gauche, dans cette recomposition qui est en train de se produire, des gens qui cherchent effectivement à être dans l'outrance. C'est ce que fait Benoît Hamon en voulant aller chercher, en employant des mots sur la politique de délation, etc. On n'en est pas encore là. Ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, il a raison. Il va falloir effectivement voir le carcan européen, faire une politique d'immigration en France réelle ou pas, et y aller. Merci, on a entendu la petite musique. La première partie de la médiasphère, c'est terminé pour aujourd'hui. La deuxième partie, c'est tout à l'heure, dans quelques petites minutes après le journal.